le débat sur les élections américaines. Donc ce soir, pour comprendre les enjeux des primaires et des futures élections américaines, nous avons le plaisir de recevoir M. Seward, qui est l'ancien président des démocrates en France. Madame Marjorie Paillon, vous avez travaillé pour la chaîne NBC aux États-Unis. Vous êtes correspondante à BFM et vous êtes responsable du site ilovepolitics.info sur les élections américaines. Monsieur Durper, vous êtes historien-chercheur, excusez-moi, et vous avez publié aux éditions Dermapolis l'Amérique de Barack Obama. Nous avons le plaisir d'organiser ce débat en participation avec le CRAN. Je crois que vous voulez dire quelques mots avant le début du débat. Oui, merci. Nous vous remercions de cette invitation. Le CRAN, effectivement, est heureux de s'associer à ce débat. Alors, le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires. Et le lien est évident pour ce soir, puisqu'on va parler de Barack Obama. La question noire existe aux États-Unis, on le savait. Elle existe en France, on l'ignore parfois. Alors, c'est l'occasion peut-être aussi de dire quelques mots de tristesse aujourd'hui, mais aussi d'hommage. Et Aimé Césaire, le grand poète, l'homme politique que vous savez, est mort ce matin. Cela doit nous encourager, je pense, à poursuivre notre réflexion et notre action dans le sens qui fut le sien, qui est celui de la négritude, comme vous le savez, ce que Sartre définissait comme étant la négation de l'homme noir. La négritude, c'est un message universaliste qui s'adresse non pas à tous les noirs, mais à tous les opprimés et à tous ceux qui les soutiennent. Donc, il y a là un enjeu philosophique, et c'est cet enjeu, je pense, qui sera aussi au cœur de notre débat. Le fait qu'il y ait des personnalités comme Barack Obama, Hillary Clinton et peut-être M. McCain, ça je ne sais pas, illustre en tout cas l'avancée des droits civiques, et c'est ce qui nous intéresse pour ce qui est du CRAN, car nous ne travaillons pas seulement sur la question noire, mais sur la question des discriminations en général. Voilà un petit peu en quelques mots notre philosophie, et je vous remercie, je vous passe la parole immédiatement. Très bien, je vous remercie. Et nous signalons que nous remercions évidemment notre partenaire Mazars, sans quoi le débat ne serait pas possible ce soir. Donc pour commencer, on va faire un petit rappel. Madame Paillon, pourriez-nous nous rappeler comment fonctionnent les primaires américaines et donc faire un petit point sur la situation actuelle, où on en est au niveau du nombre de délégués. Okay. C'est un point qui va être peut-être un peu long, puisque le processus en fait, des élections primaires aux États-Unis est un petit peu compliqué. Alors, on va essayer de synthétiser ça sans toutefois dénaturer le processus d'élection primaire. Alors, vous le savez, il y a deux camps qui s'affrontent, le camp démocrate et le camp républicain. La mise en place du processus d'élection primaire est à la charge de chaque État. C'est-à-dire que chaque État, les États-Unis, c'est évidemment une fédération. Dans cette fédération, chaque État va devoir lui-même mettre en place ses élections primaires. Pour ça, il y a deux façons de le faire, soit des caucus. Les caucus sont plutôt une réunion d'électeurs, de militants vraiment inscrits au sein de chaque parti, démocrate ou républicain, qui vont pouvoir désigner de façon peut-être un peu archaïque, on pourrait dire, le candidat de leur choix. C'est-à-dire que des caucus, ça peut se faire de façon très très pragmatique et très concrète. En se regroupant dans une salle, on discute beaucoup au moment des caucus. Ce sont des vraies réunions où on va beaucoup parler, discuter de chaque enjeu de la campagne, discuter de chaque avantage et chaque inconvénient de choisir tel ou tel candidat. Et au cours de la journée, donc, on se regroupe à un moment donné autour d'un délégué qui devra représenter le candidat choisi. Donc ça, c'est un processus qui est un petit peu long, qui est un petit peu archaïque. Ensuite, il y a ce qu'on appelle vraiment les élections primaires à proprement parler. Donc ça, c'est un scrutin comme on peut les connaître ici en France, par exemple. Enfin, je sais que vous connaissez pas mal les processus de primaires qu'on a connus au Parti socialiste pour 2007. C'est strictement la même chose, sauf que là, même chose, il va y avoir une petite différence entre des primaires dites ouvertes, où chaque électeur peut participer, que ce soit des électeurs encartés sur un parti démocrate ou républicain, ou des électeurs indépendants. Ça, ce sont donc les primaires ouvertes. Les primaires fermées, là, pas de chance. Seulement si vous êtes encarté côté démocrate ou républicain, vous pourrez à ce moment-là glisser votre bulletin dans l'urne pour choisir, attention, le délégué qui pourra représenter lors de la convention du Parti démocrate ou du Parti républicain le candidat de votre choix. Donc on est vraiment dans un processus de désignation qui est long, qui est lent et qui est parfois complexe, un petit peu compact. C'est ce qu'on a vu vraiment là cette année au cours de ces élections primaires.
Les élections ont commencé le 3 janvier par l'État de l'Iowa. Donc on a vu un enjeu médiatique et vraiment une pression montée de primaire en primaire. Et puis elles vont s'achever fin juin. Là, ce sera encore une élection démocrate et ce sera le Montana, si je ne m'abuse. Je ne m'abuse pas, bon c'est ça, c'est le Montana théoriquement et c'est le 3 juin, si je ne me trompe pas. Donc c'est très très long. C'est le 3 juin, ouais, ça. Donc c'est très très long et surtout, il faut que chaque candidat tienne. C'est-à-dire que les candidats, là, tels que vous les voyez aujourd'hui, Obama, Clinton, McCain même, sont en campagne depuis près d'1 an. Il faut d'abord faire campagne dans son propre parti, donc ça, c'est les élections primaires ensuite qui en décident et les militants à ce moment-là. Et puis ensuite, il faut aller aux conventions. Donc les conventions, ça ce sera pour cet été. Pour le Parti démocrate, ce sera à Denver, dans le Colorado. Ce sera du 24 au 28 août. Et ça va être une convention sous les plus hautes tensions, puisqu'évidemment, il y a un véritable enjeu là au niveau des superdélégués. Ça, je vais expliquer ensuite ce qu'est un superdélégué. C'est ces espèces de délégués avec des super pouvoirs. Ça a l'air d'être un peu mystique, un peu magique comme ça, mais c'est vrai, ce sont des gens qui comptent et c'est très important pour le Parti démocrate. Les super délégués, ils existent aussi côté républicain. Cette année, ils auront un petit peu moins de poids puisque John McCain a été désigné dès le 4 mars, puisqu'il avait atteint le nombre requis de délégués pour être le candidat du Parti républicain. Alors, côté démocrate, les fameux super délégués. Alors, le chiffre clé... Est-ce qu'on peut juste expliquer ce que c'est qu'un super délégué? Parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant. Alors, super délégué, c'est pas un super-héros, mais presque cette année. Les super-délégués, ce sont en fait des grands ponts du parti. Je pense que Chip pourra vous l'expliquer ensuite. Ce sont des gens qui sont vraiment investis au sein du parti, qui n'ont pas besoin d'être élus pour pouvoir porter leur voix au moment de la convention. Les membres de la Chambre des représentants, les gouverneurs, les maires probablement, les membres du comité central, le Democratic National Committee, et c'est à peu près tout. Ils sont à peu près entre 7 et 800. Et alors là, on en est où à peu près dans les délégués et dans les super délégués? Alors moi, si je m'en tiens à mon petit compte du jour, parce que c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Alors là, par exemple, on donne ça pour le total de délégués à 1511, si je vois sur le graphique pour Hillary Clinton, non, 1511 pardon, pour Hillary Clinton contre 1647 pour Barack Obama. Moi, les comptes que j'ai, qui sont à peu près semblables, ce sera en tout cas en termes de superdélégués. On en est à 256 pour Hillary Clinton contre 231 pour Barack Obama. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 700, comme le disait Chip, 796 superdélégués en tout. Et les superdélégués sont un peu des électrons libres, puisqu'ils peuvent choisir à tout moment de soutenir publiquement et de donner leur voix à un candidat, mais ils peuvent la reprendre si jamais... En fait, en gros, leur rôle, c'est quand même de sécuriser le bien du parti et la réussite du parti au moment des élections générales de novembre. Donc, à tout moment, ils peuvent enlever la voix qu'ils avaient donnée. Par exemple, si un superdélégué donne au mois de février sa voix à Barack Obama et que finalement, aux surprises, on se retrouve avec Hillary Clinton en tête après le scrutin de Pennsylvanie, et bien dans ces cas-là, il peut tout à fait décider de donner sa voix plutôt à Hillary Clinton. Donc ce sont des gens dont il faut vraiment savoir capter l'attention, capter la voix, et puis ce sont surtout des prescripteurs d'opinion, les superdélégués au sein du Parti démocrate. Donc plus vous arrivez à avoir un nombre de superdélégués intéressants et surtout avec des figures de superdélégués qui vont pouvoir driver après l'opinion, plus vous êtes sûr d'avoir des militants et des délégués qui vont suivre votre choix. Très bien. Et alors, on est dans une situation avec un Africain-Américain, pour la première fois qui a vraiment des chances de remporter la primaire, avec une femme aussi. Est-ce que vous pouvez éteindre juste vos micros quand vous ne parlez pas, excusez-moi. En quoi cette élection, bien, on le voit avec une femme et un Africain-Américain, mais plus que tout, on a l'impression que cette élection en 2008 est différente de ce qui s'est passé avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Différente déjà, parce que, c'est ce que disait Marjorie, on n'a pas encore le nom du candidat démocrate. Et ça, c'est quand même assez rare. Généralement, on a le nom du candidat avant la convention. Là, on n'en est pas sûr. On a le nom républicain, on n'a pas le nom démocrate. Et il faut aussi rajouter qu'on a une différence importante entre les démocrates et les républicain lors de ces primaires. C'est l'adoption par les démocrates d'un système de proportionnel. Pour donner un exemple, Marjorie a dit si Clinton est en tête mardi prochain, le 22. Alors pour qu'elle soit en tête le 22, il faut qu'elle gagne avec 100% des voix. Bon.
Si elle gagne avec un écart à peu près équivalent à ce qu'elle a gagné dans l'Ohio, ça lui fait 10 délégués de plus. Et il y en a 140 pour l'instant d'écart. Donc il y a un système proportionnel qui fait que les deux ont du mal à se départager. Hein. Et là, il y a une réflexion qui peut-être commence déjà dans les têtes des uns et des autres sur la réforme de ce système. Hein, puisque les démocrates sont partis dès le départ avec deux excellents candidats et aujourd'hui se retrouvent dans une situation à dépenser beaucoup d'argent, non pas contre le candidat républicain, mais contre l'autre adversaire. Hein. Hillary Clinton dépense de l'argent, 150 millions de dollars, contre Barack Obama, et Barack Obama fait la même chose qu'on appelle la publicité négative aux États-Unis. Bon. Et ça laisse également des traces pour la deuxième partie de la campagne. Donc il y a aussi cette différence entre un système républicain plutôt sur le modèle du gagnant qui rafle tout, et puis un système démocrate plutôt avec ce système, même si c'est plus complexe, de proportionnel. Alors, ce qui fait la différence, évidemment, médiatiquement, mais c'est peut-être aussi l'un des problèmes du Parti démocrate, c'est qu'on a un duel qui est extrêmement médiatique. Et au départ, on a pu penser que les médias américains étaient favorables à Barack Obama. D'ailleurs, quelqu'un en a pâti, John Edwards, il le disait, moi j'intéresse personne. Et on s'est rendu compte, après les 11 défaites successives de Hillary Clinton, que les médias n'étaient pas favorables à Barack Obama. Ils sont favorables à un duel qui est extrêmement vendeur, mais qui dure. Et certains aujourd'hui se disent, si ce duel dure jusqu'à août, c'est pas moi qui le dis, c'est par exemple Howard Dean, c'est les pontes du parti, eh bien, on se retrouvera avec deux excellents candidats qui risqueraient d'y laisser des plumes et de s'opposer à un candidat républicain qui, de l'avis de tous, était le moins mauvais des candidats républicains et qui risquerait de l'emporter. Donc voilà, avant même... Alors, pourquoi il est médiatique? Évidemment, parce que du côté d'Hillary Clinton, on aurait la première femme présidente des États-Unis. Du côté de Barack Obama, on aurait le premier Afro-Américain président des États-Unis. Ce n'est pas exactement tout à fait comme ça que ça se pose, parce que Hillary Clinton est une femme, évidemment, et assume le fait que le changement, ça serait qu'elle est une femme à la Maison-Blanche, elle l'a dit à plusieurs reprises. Barack Obama, lui, il a un discours qui est un peu différent, qui est en retrait de cette manière d'assumer une identité. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose d'être une femme et d'être une femme dans une Amérique qui est à majorité féminine et d'être afro-américain, c'est-à-dire que si on se positionne comme le défenseur d'une seule communauté, on est représentatif que de 13% des Américains. L'un des talents de Barack Obama dans cette campagne, c'est d'avoir réussi d'abord à avoir le vote blanc, et le premier État qu'il ait gagné, c'était d'ailleurs un caucus, d'où l'intérêt de ces fameux caucus, c'était l'Iowa. Et puis, d'avoir ensuite gagné le vote afro-américain, ce n'était pas gagné. Je vous rappelle que dans les intentions de vote, Hillary Clinton était devant. D'avoir réussi à gagner le vote afro-américain, et c'est pour ça, par exemple, que les sondages le donnent encore dans 15 jours, avec une avance considérable en Caroline du Nord. Là, on est pratiquement sûr, quand on voit un État avec 30%, 40% du corps électoral qui est afro-américain, que ce corps électoral va favoriser Barack Obama. Alors, c'est plus complexe simplement qu'un vote, on dirait en France, communautaire, puisque je vous l'ai dit, dans les intentions de vote, les Américains n'étaient pas favorables au départ à Barack Obama. Et je me joins évidemment à l'hommage qu'on a rendu tout à l'heure à Aimé Césaire. Il y a une réflexion aujourd'hui aux États-Unis sur la notion d'identité, de savoir si Barack Obama... Qu'est-ce que c'est que la négritude? Beaucoup de vos collègues étudiants américains ont Aimé Césaire sur leur bibliographie. Aimé Césaire est quelqu'un qui est lu dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, Barack Obama représenterait un dépassement de la phase communautaire? Et on pourrait parler de post-identitaire, post-racial par exemple. C'est un métis issu de l'État d'Hawaï, qui est à 20% métissé, etc. Ou est-ce que Barack Obama, non, c'est simplement le fait que les Noirs aux États-Unis peuvent avoir un président. Et la société américaine resterait à penser de manière, si vous voulez, toujours en noir et blanc, comme on l'a pensé dans les années 60. Donc là, il y a une vraie réflexion à entamer sur ce sujet-là, qu'on va peut-être aborder ensemble d'ailleurs. Comme vous l'avez fait remarquer, donc, la prochaine échéance, c'est les primaires de Pennsylvanie. Monsieur Stewart, Hillary Clinton est partie avec 16 points d'avance. On l'a donné avec 16 points d'avance il y a quelques mois.
Quelle est la situation actuelle? Quels sont vos pronostics, en fait? Qui risque de l'emporter? Je pense qu'elle va l'emporter. Comme c'est souvent le cas, les sondages qui se réalisent avec quelques mois d'avance ne sont que des estimations. Et au fait, au fur et à mesure qu'on s'approche de la date fatidique, bien sûr, la course devient plus serrée. Donc, c'est évidemment ce qui s'est passé dans le cas de la Pennsylvanie, comme ça a été d'ailleurs le cas avec tous les autres primaires. Mais je pense que, bon, si, à partir des commentaires que j'ai pu lire aujourd'hui, en ce qui concerne le débat qui s'est déroulé en Pennsylvanie hier soir notamment, elle garde son avance. Mais bon, le seul sondage qui compte, comme tout le monde le sait, c'est celui qui est fait par les électeurs. Est-ce qu'elle doit gagner cette primaire? C'est-à-dire... Je pense que c'est très important. Je pense que si elle perd, ce primaire, je ne dis pas que la course est finie, mais je pense qu'elle devra, elle subira une pression considérable de repenser sa candidature et de peut-être, au nom de l'unité du parti, envisager de se retirer. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va s'attarder sur la personnalité et les programmes des candidats. Donc, John McCain, c'est quand même le candidat qui est le moins connu en France. Il est souvent considéré comme un leader républicain atypique. Les républicains ne le considèrent pas vraiment, justement, comme très représentatif, en fait. Donc, quelles sont ses particularités? Comment se situe-t-il par rapport au corps républicain? Madame, si vous voulez répondre. Alors, John McCain, c'est vrai que c'est quand même le candidat d'une autre Amérique. Enfin, François Diopère vous parlera beaucoup de l'Amérique de Barack Obama. L'Amérique de John McCain, c'est pas tout à fait la même. Et pourtant, c'est quand même une vraie histoire. McCain, c'est le héros par excellence, c'est le héros du Vietnam. C'est quand même les premières images, les images de John McCain au Vietnam, ce sont les premières qui ont réussi à faire bouger l'opinion, à faire réagir en 1967. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec les médias américains. Ça, c'est aussi important pour la suite de la course. Mais John McCain, avant tout, c'est cette idée de survivant. C'est le survivant. Il a survécu à la guerre du Vietnam. Il a survécu à plusieurs campagnes sénatoriales dans l'Arizona. Il a survécu à un cancer de la peau, même plusieurs. Il a survécu aussi à la campagne dévastatrice de 2000 contre George Bush. Donc c'est quelqu'un qui sait revenir et qui sait surtout se montrer insaisissable dans l'opinion. Il y avait un sondage il y a quelques jours du Pew Research Center qui est très intéressant, qui montrait justement comment les Américains jaugeaient et jugeaient John McCain sur l'échiquier politique. Ben, finalement, il le place au centre. Il le place au centre, les républicains le placent côté républicain, mais sur le bord plutôt gauche du républicanisme. Et finalement, ça permet aux électeurs de John McCain de décentrer Hillary Clinton et Barack Obama à la gauche de la gauche, ce qui est très négatif pour, en tout cas, l'opinion publique américaine. Du coup, ce John McCain insaisissable qui a su se faire l'allié des démocrates quand il le fallait, qui a su passer des lois au Sénat avec Joe Lieberman par exemple, avec John Kerry aussi, qui au cours aussi de l'année 2004 et de la présidentielle 2004, à un moment donné a fait l'objet de rumeurs sur une potentielle alliance avec John Kerry pour la vice-présidence, et bien finalement c'est quand même le candidat d'un certain changement dans la continuité du Parti républicain. Pourquoi? Parce qu'il va quand même falloir assumer à un moment donné ces 8 années du mandat de George Bush et ces 8 années d'administration. John McCain, comment est-ce qu'il peut le faire sans trop devoir mettre du plomb dans l'aile de sa candidature, de sa campagne? En fait, c'est simple. John McCain, c'est celui qui a su aussi s'opposer à George Bush en temps voulu. Il a su dire non à Guantanamo quand il fallait le dire. Il a su faire passer une loi sur la torture, contre la torture quand il le fallait. Donc c'est quelqu'un qui sait dire non et qui sait dire non aux mauvais aspects du Parti républicain. En même temps, c'est quelqu'un de très ambigu, John McCain, puisque sur certaines positions, comme sur l'avortement, le droit à la vie, ce type de choses-là, il reste quand même très idéologiquement républicain. Donc, finalement, John McCain, c'est un candidat qui va pouvoir contenter les indépendants, puisqu'il sait rassembler notamment sur son programme économique quand même pas mal d'idées issues des middle class. Et c'est quelqu'un qui, sur l'Irak, ne transigera pas. Mais pour une raison toute simple, c'est que c'est un soldat dans l'âme. Et donc, il sait que cette guerre, d'accord, il a voté pour. Cette guerre, il faut maintenant la supporter, il faut la finir, il faut pouvoir quand même assurer la situation qui a été un petit peu améliorée par le surge de janvier 2007. Donc, il sait ne pas transiger, il sait s'opposer quand il faut, et c'est quelqu'un qui pourrait contenter finalement une certaine partie de l'opinion.
Et alors, est-ce que vous êtes content d'affronter John McCain, Monsieur Siwa? Non, pas spécialement. Moi, je pense que votre analyse est exacte, hein. Et je pense que nous qui disons, faut distinguer dans notre discussion, il faut bien distinguer le point de vue qu'on est en train d'adopter. Je suis un partisan d'Hillary, c'est sûr. Je suis un démocrate depuis très longtemps, c'est sûr. Mais bon, je peux parler comme militant et défendre un point de vue, ou bien je peux aussi prendre une position un peu plus neutre et parler presque en tant qu'amateur de la politique et de la science politique. Alors je pense qu'on se situe pour l'instant sur ce terrain-là. Alors, si on analyse les choses comme quelqu'un qui aime la politique et qui étudie la politique et qui fait des sciences po, on constate, premièrement, que dans les grandes démocraties occidentales, notamment, les élections se gagnent au centre, presque toujours. En France, l'année dernière, on a vu un candidat qui a réussi à occuper le centre, tout en étant du parti qui était au pouvoir, dont le chef était quelqu'un qui n'était pas très aimé. Néanmoins, il a réussi à se démarquer du chef de file de l'époque et gagner l'élection en réussissant à rejeter vers l'extrémité gauche son adversaire. Ça a été très astucieux de sa part. En Amérique, on voit un phénomène un peu similaire. John McCain, du fait, d'une part, qu'il ait réussi à boucler la nomination très tôt, a réussi à faire taire tous les extrémistes de son parti, les extrémistes de la droite religieuse qui sont les plus dangereux en Amérique. Ils sont très friqués, ils dépensent beaucoup, ils font beaucoup de bruit. Et maintenant, du fait du retrait de M. Comment il s'appelle, Kobe, ils sont obligés de se taire. Parce qu'ils savent que s'ils parlent de trop, ils condamnent le candidat à l'échec. Donc, il occupe le centre. Bon, il peut tout simplement passer son temps, pour l'instant, à aller rafler des fonds un peu partout, à rafler des voix. Et déjà, on commence à constater un mouvement de certains démocrates vers ce candidat. Donc, pour le Parti démocrate, c'est assez dangereux. Tout le monde sait qu'il n'y a pas beaucoup d'amitié, malgré les médias, etc. Il n'y a pas beaucoup d'amitié entre McCain et Bush. En fait, ils se détestent quasiment, ce qui est un atout pour lui. Les républicains, eux, en ont marre, ils en ont complètement ras-le-bol de leur président. Donc, ils cherchent quand même une sortie. Un certain M. Gingrich, que nous connaissons tous, a même écrit un article dans le Financial Times il y a 6 mois, préconisant que le Parti républicain devrait adopter la stratégie de Nicolas Sarkozy s'il voulait gagner les élections de 2008. Et c'est à peu près ce qu'ils font. Alors, d'accord, et on parlait d'élections qui changeaient, on parlait d'une candidate pour la première fois, d'un Africain-Américain, mais on oublie trop souvent de dire que John McCain serait le président le plus vieux élu, si je ne me trompe pas, s'il était élu en 2008. Et étonnamment, lorsqu'on regarde des sondages, on voit que les gens sont beaucoup plus prêts à voter pour un Africain-Américain ou pour une femme que pour quelqu'un de 70 ans. Alors, comment on explique ça? Est-ce que c'est finalement pas son plus grand handicap, Monsieur Durper? Il faut faire attention aux sondages aujourd'hui, puisque c'est très compliqué. On a d'un côté un candidat, de l'autre une élection qui se prolonge. Et vous avez parlé un petit peu des programmes. Il va y avoir 2 programmes. Il va y avoir le programme que vous allez présenter lors d'une primaire, lors de la phase des primaires, qui va se terminer en juin. Et généralement, cette phase-là, je suis d'accord avec vous, l'élection se joue au centre, mais pas l'élection primaire. L'élection primaire, elle se joue beaucoup moins au centre que l'élection proprement dite. D'ailleurs, on le voit dans toutes les élections, on a une phase où il faut aller chercher plutôt sur les côtés, il faut aller chercher plutôt de son parti, vous voyez. Donc, on a un programme aujourd'hui et on va avoir un programme différent, pas radicalement différent, mais un programme qui va se recentrer lors de la deuxième phase
c'est-à-dire l'élection proprement dite. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, puisque, on l'a dit, le débat de cette nuit l'a bien montré. On a eu à peu près une demi-heure de débat sur les boulettes des uns et des autres au cours des dernières semaines. Et puis ensuite, le fond des programmes. Le fond des programmes, on a bien vu, et c'est un peu logique, ils sont tous les deux